Donc on t'écoute tout de suite, Jérôme, pour ta chronique Ticket to Teach. Ouais. Et alors avant même de commencer, moi je voulais vous montrer une image Ah, d'un jeu. Je ne sais pas si elle peut apparaître. Prends de court, Lucie. Mais c'est un vrai jeu qui, voilà, c'est cette image-là. Et ce n'est pas une blague. Donc il y a bien eu un jeu. C'est pas du second degré. C'est dans le début des années 90. Donc on fait plein d'espèces de spin-off de la bonne paye, du Monopoly, voilà, des jeux qui sont avec plein de billets et des dés et des choses pas très forcément intéressantes en termes de gameplay. Mais donc Trump a fait un jeu sur lui-même. Et donc, le I'm back and you're fired incroyable. est un petit peu Et glaçant. Et comme quoi, quelque part, ça permettra de mettre en perspective cette chronique où on va voir que jeu et réalité sont pas forcément Et si opposés. t'as déjà essayé d'y jouer? J'avais essayé de me le procurer, il était très cher, puis ensuite il a été finalement pas très cher, et il est redevenu assez cher. Mais puis maintenant, ça me ferait un peu mal Oui, d'avoir un truc comme ça c'est plus dans... très drôle, Quand on quoi. avait fait un épisode sur les collections et avoir une ludothèque, c'est un Ouais. peu un petit reflet de soi. ouais, Je sais pas, même pour la blague. Et on a regardé ouais. le contenu, c'est des lingots d'or à l'intérieur, Ouais. c'est ça? C'est tout Enfin, ça. Ah oui, Enfin, des faux des lingots faux d'or, mais... C'est des faux lingots d'or, et c'est quand même un jeu de Trump, hein, donc à la base. D'accord, donc ça donne le ton, en fait. Très bien. Alors, jeu et éthique, et moi, c'est un peu jouer sous la contrainte éthique qui m'intéressait. Mm. L'éthique et le jeu semblent, à première vue, appartenir à deux sphères distinctes. L'une interroge nos actions et leurs conséquences dans le réel, l'éthique, tandis que l'autre, le jeu, nous plonge dans un cadre ludique où tout est permis, presque. Le jeu pose toutefois intrinsèquement des questions éthiques, par ses règles, les dilemmes qu'il présente aux joueurs et aux joueuses, et la manière dont il est mis en œuvre pédagogiquement. Alors, je vais un petit peu détailler un sujet que j'aime beaucoup, moi, en histoire des idées, en philosophie tout court. C'est ce qu'on appelle l'éthique, la philosophie morale. Et parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant à projeter sur le jeu. La philosophie morale interroge, en général, la finalité de l'action, en cherchant à résoudre des dilemmes récurrents. Alors, c'est le principe de la philosophie. On aime bien avoir des dilemmes, des paradoxes, et puis on les questionne et on passe sa vie à faire ça. Que dois-je faire? Qu'aurais-je dû faire? Quelles sont les limites à mes actions? Toutes ces questions éthiques interviennent à plusieurs niveaux dans le jeu. Dans le choix du jeu utilisé, le contenu du jeu lui-même, les décisions qui vont être prises par les joueurs pendant la partie, et enfin, dans la réflexion qui va suivre l'expérience ludique. Choisir un jeu pour un cadre pédagogique est déjà un choix éthique. Par exemple, utiliser, on en avait déjà parlé, Secret Hitler, un autre jeu Ideology ou La Famiglia, des jeux qui abordent des thèmes sensibles comme le totalitarisme ou les violences mafieuses. Eh bien, ça nécessite évidemment une mise en contexte claire pour éviter toute ambiguïté. De même, des jeux vidéo comme Papers, Please ou This War of Mine placent directement les joueurs face à des choix moraux complexes nécessitant un accompagnement pédagogique rigoureux. Les comportements valorisés par les mécaniques de jeu soulèvent aussi des enjeux éthiques. Des jeux comme Diplomatie ou Among Us, le petit jeu auquel s'évertuent à jouer les gens qui aiment bien ce petit jeu. Euh, donc comme Among Us, un petit jeu où il faut essayer de démasquer l'autre, eh bien, ou de se faire passer pour un autre, ou de dénoncer calomnieusement quelqu'un qui n'a rien fait. Eh bien ici, le mensonge et la trahison sont récompensés. Et ça questionne l'impact potentiel de ces pratiques sur les joueuses et les joueurs, évidemment, en particulier en contexte pédagogique. De même que dans un jeu où il y a moins de traîtrise, comme dans Brass, nous on aime bien l'édition Birmingham, centré sur l'industrialisation, il peut être questionné pour les valeurs économiques et sociales qu'il véhicule implicitement. Domination d'une classe sur une autre, exploitation voilà, des ressources du sol, voilà, donc il y a quand même des questionnements qui sont sous-jacents. Et ces questionnements philosophiques, on peut les approfondir par les 4 approches qui existent sur les questions éthiques en philosophie. La déontologie kantienne, le conséquentialisme utilitariste, l'éthique des vertus, qui est plutôt de tradition aristotélicienne, et quelque chose qui n'est pas spécialement de l'éthique, mais qui vient bousculer les questions éthiques, le nihilisme nietzschéen, de Friedrich Nietzsche. C'est un mot qui n'est pas facile à passer. Donc la déontologie kantienne valorise, ou simplement l'éthique déontologique,
valorise le respect absolu des principes et des règles. Dans un cadre ludique, cela implique de respecter scrupuleusement les règles et de les penser comme universalisables et morales en elles-mêmes. Et ça soulève évidemment des débats sur les limites de la transgression autorisée au cours du jeu. Comme dans le mensonge dont je parlais dans Diplomatie, où il faut, pour bien jouer, il faut mentir, il faut masquer, il faut trahir. Ici, un pur kantien, lui dirait non, même dans un jeu, je me refuse à faire cela. Et on a des joueurs qui ont effectivement cette vertu morale et qui refusent des fois de se lancer dans ce type de pratique. On pourra développer tout à l'heure un exemple sur ces questions-là. À l'inverse de la déontologie, il y a le conséquentialisme ou l'utilitarisme tel que développé par Stuart Mill ouais, Mill. Bon, je vais m'embêter à me perdre dans mes auteurs. Ici, on juge la moralité en fonction des résultats des actions. Ainsi, des jeux coopératifs comme Pandémie justifient moralement des choix difficiles tels que sacrifier un joueur pour le bien du groupe. Une autre possibilité est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. Ici, Aristote met l'accent sur le développement personnel à travers les actions. Cela interroge ici nos qualités morales et ça interroge nos qualités dans le sens de ce que les jeux peuvent favoriser chez les joueurs, comme la coopération par exemple. On va se dire ici, le jeu en tant que tel, en tant que situation, n'est pas forcément intéressant, il n'est pas moralement très riche, mais ce qu'il va permettre de susciter entre nous va permettre de développer de douces vertus qui nous permettront d'être des meilleurs citoyens et citoyennes. Et donc, ça peut être la coopération silencieuse, l'écoute active, peu importe. Et en fait, il y a une quatrième proposition qui tourne autour du nihilisme. Le nihilisme tel que proposé par Nietzsche, qui est une forme de non-éthique. Lui, il offre donc un cadre vraiment dans une autre perspective. Cela invite à questionner radicalement la validité des normes morales en explorant, à travers des jeux, justement comme Among Us, les loups-garous de Tierceleux, comment des comportements habituellement réprouvés socialement peuvent ici avoir finalement ne doivent pas être jugés, ne doivent pas justement être taxés de bons ou mauvais. Ici, le jeu, dans cette perspective, devient un laboratoire pour expérimenter librement les limites et les frontières morales. Alors, dans un contexte plus pédagogique, l'éthique, il pose la question cruciale de la responsabilité du concepteur, du pédagogue, du formateur, de l'enseignant. Selon Audan, dans un article récent, en 2022, le design de jeu doit intégrer une éthique de l'expérience utilisateur. Donc il faut avoir c'était d'ailleurs le titre de son article, le design éthique, pour éviter tous les biais manipulatoires et qui respectent l'autonomie morale du joueur. Il faut veiller à éviter de faire du behaviorisme, de faire du dressage équin ou canin, où on va en fait susciter des réactions, manipuler le petit cerveau de notre joueur pour l'amener à penser d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon. Et il y a une responsabilité éthique très importante, en particulier sur les jeux qui sont très répétitifs. Je pense notamment aux jeux sur téléphone où on peut être assez vite capté dans des chaînes de récompenses qui sont clairement manipulatoires pour qu'on revienne et qu'on se mange des pubs ou éventuellement qu'on en vienne à acheter. Yervinen Tassopoulos, un autre auteur, en 2010, lui, soulignait également, et je vous invite à la lecture de cet article dont on donnera la référence, souligne l'importance de la responsabilité sociale du concepteur face au risque d'abus ou de dérives potentiellement néfastes. Et il décrit très bien notre responsabilité, et ce n'est pas finalement le dérapage de son point de vue, et je le partage d'une certaine façon, n'est pas la responsabilité totale des joueurs. Si nous proposons cette activité-là, nous devenons quelque part les garants de ce qui va s'y suivre. Encore plus dans un contexte de formation où on doit rester quand même l'enseignant qui contrôle ce qui se passe dans sa classe. Dans une réflexion plus pédagogique et plus large, où les apprenants analysent et interrogent explicitement les décisions prises en jeu, ces considérations permettent de dépasser l'expérience ludique immédiate pour finalement vraiment comprendre ce qui est la conscience éthique. La conscience éthique, c'est pas en fait finalement d'être ou kantien, ou bien utilitariste, ou bien finalement d'être dans un développement personnel. C'est de pouvoir quelque part collectivement construire le choix juste en fonction de la situation. Et le début de toute démarche éthique et morale
passe par le questionnement et la réflexion critique et autoréflexive. Donc en conclusion, le jeu constitue un laboratoire privilégié pour explorer l'éthique, permettant aux apprenants et aux joueurs d'interroger et d'expérimenter leur liberté morale dans un cadre sécurisé, protégé et toujours encadré. Et jamais non stimulant, évidemment. Alors je vais finir avec une citation de Bergson, parce qu'il y a une petite compétition pour savoir qui finira avec la plus belle citation, mais je ne sais pas si c'est la plus belle, mais j'aime bien son expression. Et j'ai eu du mal, Bergson, c'est super dur pour retrouver, il ne faudra pas transcrire ça, mais c'est une petite parenthèse. Henri Bergson disait « L'intelligence envisagée dans ce cas-là d'essentiel est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils. » Et dans cette perspective, j'ai envie de dire que jouer sous contrainte éthique nous invite précisément à façonner ces outils intellectuels et moraux qui sont indispensables à une pédagogie authentique. Merci Jérôme. Oui. Bravo. Bon, la citation de Bergson me laisse un peu songeuse. Je me dis qu'elle peut quand même être entendue assez largement et on verra peut-être avec Benoît les soucis, en tout cas les enjeux qui peuvent y être associés. Les objets artificiels, j'ai pas dit les intelligences artificielles. Non, mais ça peut en faire partie en tout cas.